Bonjour à tous. Alors, maintenant, vous connaissez le cadre des interviews. Donc, une fois par semaine, je vous propose une interview un peu plus longue, un autre format. Et cette fois-ci, j'ai invité un ami musicien classique, contrebassiste, qui s'appelle Théo Tim, qui est avec nous aujourd'hui. Salut. Bonjour. Alors, petit jingle comme d'habitude, et on se retrouve tout de suite. Alors, salut Théo Tim voisin, contrebassiste classique. Raconte-nous un petit peu ton, ta situation actuelle. Qui es-tu? Que fais-tu? Tu es contrebassiste professionnel, je le précise. Tu enseignes et tu joues dans un orchestre. Tu fais de la musique de chambre. On s'est connus au festival de Juliana Steinbart, qu'on embrasse très fort. Voilà, si elle nous Exactement. regarde. Voilà, et on soutient les festivals Charolais, Brionnais. Voilà, allez-y si c'est possible, c'est pas trop grand. Théo, raconte-nous ce que tu fais en ce moment. Bah, pas grand-chose, je pense un peu comme tout le monde. Mais du coup, non, ben, on est en pause avec l'orchestre. Donc on fait, euh, on fait beaucoup d'enseignements à distance en ce moment. Parce qu'on avait un camp comment t'appelles ça, un summer camp l'année dernière avec des jeunes. Du coup, on a pris cette opportunité pour continuer à leur proposer des masterclass à distance pendant le confinement et tout ça. Donc, ce qui est super pour eux et très bien pour nous parce qu'on a besoin de continuer à partager ce qu'on fait. Et voilà, sinon on attend impatiemment que les concerts reprennent. Sinon, bah, moi j'en profite, bon, bien sûr, pour continuer à bosser un peu, travailler les pièces que j'ai pas trop eu le temps de voir ou des pièces que j'ai envie de travailler depuis longtemps mais que j'ai jamais pu jouer en concert, des choses comme ça. Ça permet vraiment de redécouvrir un peu soi-même en tant que musicien et en tant que contrebassiste. Et puis sinon, aussi toute autre sorte de choses. Voilà, je me suis mis à cuisiner un peu comme tout le monde, je crois. Enfin, des trucs un peu bateaux. J'ai rangé mon appart. Voilà, j'ai même acheté un bureau pour pouvoir faire les cours et du coup les interviews comme il faut. Voilà. Sinon, bon, voilà, on fait gaffe, quoi. Ok, donc tu as réadapté ta vie au cours du confinement et tu as gardé une place pour la contrebasse quand même dans le quotidien. Mais avant ça, raconte-nous un petit peu ta vie sociale normale avant l'histoire du Covid. Donc tu es dans un orchestre très connu, le concert de Gebau. Mhm. Tu as Ouais, ben ma enseigné vie, récemment. Ouais. ouais, la vie avant le virus, bah, ouais, alors, c'était une vie, c'est vrai, sacrément sociale, très chargée. Bah, parce qu'avec l'orchestre, bon, on fait à peu près 3 concerts par semaine à Amsterdam. On partait souvent en tournée. On était au Japon, Corée en novembre. Donc tout était un peu sur les chapeaux de roue, ce que j'ai adoré moi, parce que c'était vraiment la vie qui me convenait. Et donc j'avais en même temps ma routine à Amsterdam avec les répétitions, les concerts, et puis ensuite des semaines où on partait. J'ai aussi ces derniers mois pas mal de projets à l'étranger, à Singapour, en Corée, et puis en Colombie ces derniers mois. Donc ouais, du coup le virus il m'a appris à rester chez moi et à profiter de chez moi, ce dont j'avais pas du tout l'habitude avant. Mais voilà. Effectivement, ça bouleverse la vie quotidienne, mais pour les auditeurs de notre chaîne qui savent pas exactement ce que c'est que la vie d'un musicien classique dans un orchestre connu, qu'est-ce que c'est que la vie d'un contrebassiste classique en orchestre? Donc, tu es co-soliste, hein? Ouais, exact. Donc, tu peux peut-être expliquer un peu ce que c'est que cette fonction et puis ce que ça t'amène à faire. Ouais, ouais, exact. Bah, la vie d'un musicien d'orchestre, c'est quelque chose d'assez particulier parce que, enfin, surtout ici, parce que comme il y a une demande, il y a un public très nombreux, c'est beaucoup de concerts, chaque semaine des répertoires assez importants. Donc, de manière très basique, une semaine, ça va être 3 matinées de répétition et puis ensuite 3 ou 4 concerts, donc des répétitions assez intenses. Parce que voilà, c'est souvent des programmes assez difficiles.
Non, donc la vie d'un musicien au concert de Grémo, c'est assez simple. On répète 3 matinées par semaine. On fait 3 ou 4 concerts sur Amsterdam. Et puis entre-temps, on bosse notre instrument pour essayer d'être toujours au top parce qu'il y a une exigence voilà, qui est toujours là. Et puis, on a chacun tous nos activités. Donc moi, personnellement, j'avais beaucoup, à côté de l'orchestre aussi, des concerts avec un pianiste. On faisait des récitals à deux. On commençait à faire des projets vachement sympas. Et tout ça. Après, j'ai des collègues qui enseignent. Donc ça reste des journées. Enfin, d'un œil extérieur, on voit que les 3 concerts de manière publique. Mais de l'intérieur, en fait, ça fourmille d'activités. Et c'est ça qui est assez génial. Ah oui, bah c'est une vie géniale quand on est passionné de la contrebasse parce que c'est vraiment euh, exigeant et ça exige vraiment de travailler du répertoire sans arrêt. Comment tu vis ça au quotidien? Est-ce que travailler physiquement ta contrebasse, c'est quelque chose qui est contraignant, qui est compliqué? Non, physiquement, c'est quelque chose que moi que j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui m'ont appris très tôt à faire attention à la posture et à ce genre de choses. Donc, je peux enchaîner mes heures tout en faisant attention. Enfin, même si, comme toute activité physique, au bout d'un moment, ça tire, on se sent fatigué. C'est vrai que des fois, après 3 heures et demie de répétition, se remotiver pour aller travailler pour soi ou faire d'autres projets, c'est euh, c'est quand même, enfin, c'est une endurance dans un sens. Et donc, je pense que c'est quelque chose on apprend et faire très attention. Mais encore qu'en général, je dirais qu'il faudrait que ce soit beaucoup plus appris aux musiciens à prendre soin d'eux-mêmes. Donc, après, moi, je sais que personnellement, j'essaie toujours un peu de continuer à muscler aussi le corps en général, parce que bon, il y a jouer de la contrebasse, il y a la transporter de temps en temps. Alors, dans le cadre de l'orchestre, c'est pas un problème, parce que les instruments sont pris en charge par les garçons d'orchestre, mais dès qu'on a un cacheton à droite à gauche, enfin, ça, tous les- moi, je suis pas le pire contrebassiste dans ce cas-là parce que justement j'ai la chance d'être dans un orchestre, mais il y a beaucoup de gens qui vont de cacheton en cacheton et qui doivent savoir, surtout à Paris, dans ce genre de ville, que c'est une aventure de se balader avec une contrebasse dans la rue. Voilà, ça fait partie de la vie du contrebassiste que d'apprendre à la transporter, à avoir un corps en forme pour gérer ça, et puis aussi gérer les situations de transport, c'est une intendance, quoi, une intelligence qu'il faut acquérir. Oui, ouais, ouais, exactement. Et j'aime beaucoup Amsterdam pour ça parce que c'est une ville qui est bon, pas trop grande, même si s'y passe plein de choses culturellement, c'est pas trop grand, donc il y a toujours un créneau tranquille où prendre le tramway. Ce genre de choses. Aussi, la mentalité des gens, je trouve, est un peu différente. Enfin, je me sens beaucoup moins oppressé. Par exemple, j'ai arrêté tous les projets à Paris une fois que j'ai aménagé à Amsterdam parce que je me suis Mm. dit, je ne veux plus prendre le Thalys avec la contrebasse et puis je ne veux plus me retrouver dans un métro bondé avec la contrebasse. Ouais, Donc, ouais. c'était. Bon, après, ça, C'est ta évidemment, motivation c'est. pour passer le concours. Parce qu'on peut expliquer aussi que bon, c'est un des orchestres les plus connus dans le monde et qui est très, très réputé quand même. Et du coup, rentrer dans ce genre d'orchestre, c'est avant tout passer un concours et être très, très motivé. C'est un travail de plusieurs années, en fait. Hein. C'est une progression. Tu peux nous parler un petit peu de ça, de comment on se prépare à un concours? Ouais, 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 non, c'est vrai, en fait, ouais, même après, je sais pas, j'ai dû faire, je sais pas, 7 concours d'orchestre dans ma vie ou quelque chose comme ça, mais chaque fois, ça a été un challenge très différent parce que aussi chaque orchestre a sa manière de recruter. En France, on a tendance à tout faire sur la même journée en étant prêt à finir à 23 heures s'il le faut. Donc, c'est des concentrations. Avant, j'étais au Capitole à Toulouse. Et le concours, c'était aussi, voilà, on sait qu'on est convoqué à 10 heures, mais on ne sait pas, selon le nombre de tours qu'on passe, à quelle heure on va finir. Donc, ça fait des temps d'attente énormes, de la préparation comme ça, des fois en un quart d'heure, quand on apprend qu'on va jouer. Tout ça pour jouer 3 minutes. Donc, parce que bon, il faut savoir que les concours d'orchestre, pour les musiciens non classiques, c'est quand même ça peut être un exercice très difficile dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup de candidats. Le jury est là pour trouver le candidat qui leur convient le mieux. Donc, les premiers tours souvent sont très courts, donc on a la chance de jouer 1 minute, 2 minutes voilà, selon le temps qui nous est donné.
Donc c'est quelque chose, au niveau concentration, qui était très très fatigant. Je me souviens, mon premier concours d'orchestre, alors que j'avais l'habitude de faire quelques concours internationaux, donc de performance, plutôt de récital, qui pouvaient s'étaler sur 10 jours, avec des programmes de 2h30. Je m'étais dit, un concours d'orchestre, ça devrait être plus facile. Ben, j'étais ressorti à quatre pattes après une journée, parce que c'était, même si en tout il y avait 20 minutes de musique, enchaîner 3 tours comme ça, c'était une épreuve assez difficile. Après, je me souviens, celui au concert de Gebo était très différent parce que, comme l'orchestre répète tous les matins, ils n'ont pas des journées entières pour faire les concours. Donc, en général, c'est divisé en 2 ou 3 après-midi. Donc, tu sais déjà que tu joueras maximum un tour ce jour-là, un seul tour. Donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé psychologiquement beaucoup plus facile. Et aussi, j'ai senti qu'ils voulaient que les candidats aient la possibilité de vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc pas les surcharger. On ne parle pas des conditions du concours qui étaient aussi super bonnes, avec un accueil génial, des salles de chauffe hyper confortables, ce qui n'est pas le cas partout. Des fois, on se retrouve à 20 dans une salle à devoir chauffer. Donc, ouais, c'est une expérience qui est, même si on veut s'y préparer, il faut être prêt à tout. Voilà, c'est une préparation psychologique en dehors de l'instrument, un stress de concours, et puis d'être aussi capable de performer et de s'habituer à jouer avec du stress. Mais bon, quelque part aussi, c'est un petit peu l'équivalent du genre de stress qu'on peut avoir quand on fait beaucoup de concerts en public, de musique de chambre et ce genre de choses. Est-ce que pour toi, c'est le même stress? Non, pas du tout. Enfin, parce que quand on joue pour un public, euh, on cherche avant tout à les toucher directement. Et le public, il ne saura pas si on s'est planté, enfin, sauf si c'est vraiment évident, mais la plupart du temps, voilà, s'il y a une petite erreur, c'est pas grave. Tandis qu'à un concours d'orchestre, on veut être sûr que tu peux faire tout et n'importe quoi. Donc, il faut être à la lettre par rapport à ce qui est écrit sur la partition. Donc là, le stress est quand même. Et puis on joue devant un jury de sacrés spécialistes aussi. Donc on sait que chaque petite erreur sera entendue. Après, qu'elle soit considérée comme grave, moins grave, c'est un autre problème. Mais on sait que chaque petit défaut pourra être entendu. Donc la pression, je dirais pas que c'est 10 000 fois plus stressant, mais c'est une pression qui est complètement différente. Parce que même si on joue devant un jury spécialiste, ce sont quand même des musiciens et des gens comme tout le monde qui adorent la musique et qui aiment être touchés par la musique. Donc ils vont être très exigeants sur le côté technique évidemment, mais ils sont aussi très ouverts quand il s'agit de repérer des gens qui sont des musiciens au fond d'eux. Donc c'est un sort de mélange ouais, qui rend le concours, qui met une certaine pression au concours très différente de celle d'un concert, je trouve. Ouais. Ouais, il faut montrer ta solidité, en même temps le fait que tu es capable d'assurer dans l'orchestre et ta musicalité. Alors, on parlait de ta musicalité et je suis allé voir ta chaîne YouTube aussi avec, un extrait de musique de chambre et l'intermezzo de Glière, qu'est-ce que j'adore. La première phrase, c'est un truc qu'on peut travailler des heures et des heures. Tu aimes bien faire de la musique de chambre? Tu fais souvent? Ouais, alors en duo comme ça avec piano, c'est un truc que j'aime beaucoup faire depuis des années parce que je trouve enfin c'est là qu'on trouve une liberté d'expression énorme et qu'on sent que, enfin j'ai eu la chance en plus à chaque fois de travailler avec des pianistes qui étaient vraiment super et que je sentais qu'au moment du concert, on pouvait mais se lâcher, mais on était comme deux personnes sur un bobsleigh, on descend la montagne, mais on sait que tout va bien se passer et du coup on se fait des sensations de folie. Moi, c'est ce que j'ai particulièrement aimé dans cette formation. Après, j'ai aussi régulièrement des formations de musique de chambre un peu plus grandes, bon, avec le répertoire assez limité de la contrebasse dans ce domaine-là, mais quand même, c'est une activité que j'aime bien pratiquer. Autant j'adore aussi l'orchestre dans son énorme formation, mais j'ai besoin de temps en temps de revenir à un truc hyper intimiste aussi pour Oui, parce exprimer. voilà, dans l'orchestre, vous avez besoin d'un niveau de musicalité très élevé et à la fois la place dans l'orchestre, c'est pas les mélodies principales, c'est une place différente d'accompagnement. Donc cette dualité dans notre pratique artistique,
elle est simple à gérer pour toi? C'est quelque chose que tu apprécies de passer des heures à accompagner et d'avoir comme ça un petit jardin où tu as le temps de t'exprimer? Est-ce que c'est facile? Ouais, 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 je pense que c'est vraiment complémentaire. Enfin, après, c'est mon avis personnel. J'ai pas mal d'amis aussi qui ressentent les choses différemment. Mais dans l'orchestre, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez incroyable à sentir qu'on fait part de cette équipe, de cette totalité de 80 musiciens ou 100, 120 selon la taille des pièces. Et en fait, de sentir qu'on construit un truc ensemble et que même si d'un point de vue extérieur, ça n'a pas l'air comme ça, mais que chaque musicien a un impact qui fait que le tout prend un sens totalement différent. Non, mais Euh, c'est vrai que c'est énorme en fait, hein, quand on participe à l'orchestre et qu'on apporte chacun sa pierre au morceau, c'est juste incroyable. Et d'être dans le pupitre de contrebasse, moi, c'est un truc qui me renverse parce que quand on est auditeur et on est dans la salle, même tout près, on a un son qui est énorme, mais quand on est au milieu de l'orchestre et au milieu des contrebasses, on a des vibrations qui sont complètement incroyables. Ouais, ouais. C'est vrai que les collègues qui sont assis devant, souvent nous disent oh, ça fait du bien d'être assis devant vous. Mais c'est vrai que ouais, bon, les contrebasses, c'est la base de l'écriture. Donc, enfin, on pense toujours à ceux qui jouent à la mélodie et qu'on se dit oh, que ça doit être bien. Mais je pense que les gens, ils savent pas le plaisir que c'est de placer un pitch parfaitement là où il faut. Surtout quand on fait ça à 8. Je me souviens, moi, de mes gros souvenirs là, au concert de Gebo, c'était dans des pièces du genre Ravel ou des choses comme ça, où l'écriture de basse était très épurée, mais le PIDS, la quinte de PIDS qui doit tomber, quand elle tombe là, c'est indescriptible. Et c'est vrai que moi, ces sensations-là, j'adore. Et sentir qu'on fait ça, et à la fin d'un concert, on se dit, putain les gars, qu'est-ce qu'on a fait ce soir? Enfin, tu regardes ta peau, tu as la chair de poule, tu vois le gars il est à côté, il a la larme à l'œil un petit peu. Il y a des trucs comme ça, et c'est des choses que je trouve qu'on peut pas, enfin qu'on a très différemment en petite formation de musique de chambre ou des choses comme ça. Et après, ce qui est drôle aussi en orchestre, c'est qu'on peut ressortir d'un concert avec les poils hérissés et dire à son collègue putain c'était ouf ce soir. Et puis il va dire ah putain non moi j'ai pas du tout accroché. Donc ça amène des situations assez drôles aussi. Avoir des ressentis différents, etc. Et à la Ouais. fois, ce qui me fascine toujours, c'est le fait qu'un concert souvent est exceptionnel pour le public parce qu'il y vient une fois par mois, une fois tous les 6 mois ou encore moins, alors que pour vous, c'est un quotidien. Alors, quand on joue le Sacre du Printemps, voilà, 10 fois d'affilée, est-ce qu'il n'y a pas des moments où c'est compliqué d'avoir la bonne énergie au bon moment ou est-ce que tu as toujours ce frisson? Non, ça m'est presque jamais arrivé d'en avoir marre d'une pièce. Après, ce sera peut-être ouais, peut-être des goûts musicaux personnels, mais disons de faire partie du mécanisme, je m'en suis pas encore lassé. Et c'est vrai qu'on a pu faire des tournées où on fait, là la dernière c'était le quatrième de Brahms, qu'on a fait je sais pas combien de fois en Asie, et des fois 3 soirs d'affilée. Mais à chaque fois, bah, la salle est différente, le public est différent, toi-même, tu es différent selon ce que tu as fait dans la journée. Des fois, tu as passé 2 heures dans le bus, parfois, tu as eu le temps d'aller à la piscine de l'hôtel. Donc, à chaque fois, tu arrives avec un état d'esprit complètement différent. Et moi, je trouve ce qui change beaucoup, bah, ça, c'est surtout dans les tournées, c'est quand on change de salle, on est assis aussi un peu différemment. Donc, des fois, on va avoir, je parle pas des collègues immédiats, mais les vents beaucoup plus proches, beaucoup plus loin. Et même des fois, plus de violon devant, un peu moins, ça dépend. Et donc, à chaque fois, on redécouvre la pièce. Et sans parler du chef d'orchestre qui, lui aussi, a passé sa journée et du coup arrive avec des idées plus ou moins différentes de la veille, donc ce qui garde le truc vachement frais. Mais c'est Ouais. vrai qu'on s'en lasse pas. Et même dans un orchestre ici où on fait 3 symphonies de Mahler par an, donc tous les 3 ans, on les a toutes jouées. Où je pense que ouais, la 9e de Mahler, depuis 4 ans, j'ai joué tous les ans. Les Brahms, je crois que je les ai presque fait chaque année, toutes les 4. Donc, on joue beaucoup les mêmes choses, mais je pense que ça vient aussi de la sensibilité, de la créativité des musiciens. C'est relire la même chose avec un œil toujours différent parce que enfin, les jours se suivent, ne sont pas Chaque, pareils non plus. chaque soir est différent. Chaque... Exactement. Ouais. Donc, c'est fou. Et dans ton parcours, quand
tu étais plus jeune, tu as décidé de faire de la contrebasse. Tu étais attiré par quoi? Est-ce que tu as fait d'autres instruments? Est-ce que tu étais attiré par l'orchestre? Est-ce que tu avais pensé faire cette carrière-là? Comment ça s'est passé pour toi? Euh, en fait, c'était assez évident. Non, j'ai commencé directement par la contrebasse assez jeune À et quel j'ai âge? eu un prof à 5 ans et demi. 5 ans et demi. Ouais. Voilà. C'était en fait un violoncelle qui avait été retaillé en contrebasse. Ouais. Mais je me souviens, mes parents étaient allés chercher à Paris à l'époque parce que, bon, aujourd'hui, il y a plein de choses faites pour les jeunes contrebassistes et tout ça, mais à l'époque, beaucoup moins. Donc, c'était vraiment plus rare de commencer aussitôt. Mais j'ai eu un premier prof incroyable qui est toujours contrebasse solo à l'Orchestre de Montpellier et qui avait un contact incroyable avec ses enfants. Donc, je pense, je lui dois énormément aussi pour le fait de ne pas avoir de stress, ou très peu, parce que il y avait, il y avait une pression, mais très bonne. Enfin, c'était surtout s'amuser, se régaler, tout en étant exigeant. Et du coup, il avait son expérience à Montpellier dans l'orchestre aussi, moi, tout petit, m'a énormément impressionné. Je sais que pendant très longtemps, je m'étais dit, ben, un jour, je vais rentrer et je vais jouer à côté de lui. Dans l'orchestre, ça a toujours été mon but. Ok. Après, ouais, à force de bosser l'instrument, j'ai découvert aussi tout le répertoire solo. Et c'est un répertoire dans lequel je me sentais super à l'aise aussi. Donc, j'avais aussi envie de pousser cette voie-là. Et donc, pour moi, les deux voies ont toujours été très évidentes. Et très complémentaires aussi, je trouve. Et j'ai eu la chance de faire assez tôt aussi l'Orchestre des jeunes de l'Union européenne, d'avoir ce genre d'expérience où tout d'un coup, je me souviens à l'époque, j'avais 14 ans, première répétition, première fois que je le faisais en Allemagne. Et là, on fait Don Juan de Strauss, mais je ne suis pas parti parce que je n'ai pas compris ce qui se passait. Tout d'un coup, on se retrouve à un niveau comme ça. Et là, j'ai fait, waouh, ouais, j'ai envie d'être dans un orchestre plus tard pour sûr. Parce que c'est des sensations folles. Donc, tout le temps, j'ai eu un peu ces deux trajectoires parallèles qui sont assez bien, ouais, qui étaient assez complémentaires. Et j'ai toujours pu faire, disons, avec la dose de chaque que j'aimais. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as exploré d'autres univers de la contrebasse ou tu es resté dans le classique ou est-ce que tu as testé les autres univers dont on parle sur la chaîne? Ouais, alors malheureusement, pas tant que ça. Parce que j'ai toujours beaucoup aimé le jazz aussi, et, par exemple, mais j'ai jamais eu l'occasion vraiment de me mettre le nez dedans. Parce que c'est vrai que c'est pas facile une fois qu'on est lancé dans une voie. Et surtout en France, on a tendance à pas mélanger les styles. Enfin, j'ai l'impression que si j'avais été par exemple aux États-Unis, ça aurait été beaucoup plus facile de faire un peu de classique, un peu de jazz, un peu de machin. Mais surtout à partir du moment où j'étais lancé sur du classique à un haut niveau, et c'était beaucoup plus difficile de se dire, bon, je vais essayer. Enfin, si, ça m'a attiré, je me suis amusé à faire des walking, à m'intéresser un petit peu, mais jamais assez pour un jour faire un bœuf avec des copains ou jouer sur une petite scène. Donc ça, c'est un peu un truc que j'aimerais bien essayer un jour, mais ouais, le temps n'a pas vraiment permis. Oui, bien sûr. Il y a le temps. Après, c'est pas tout à fait forcément les mêmes réseaux, les mêmes gens avec qui Ouais, faire. Et c'est vrai qu'en France, ça a tendance à se séparer. C'est tout à fait ce qu'a dit l'interview précédente, Emmanuel Grébompré, jazzman, qui nous a dit exactement la même chose ouais, sur le jazz. C'est vrai que c'est pas facile de changer de case, même si c'est des univers qui se regardent et qui se respectent beaucoup en général, mais c'est très différent en fait comme vécu de la contrebasse. ouais, c'est vrai, ce qui est dommage, hein, parce que quand les genres se mélangent, c'est là que c'est le plus intéressant et le plus enrichissant. Comme c'est difficile parfois de ne pas être catégorisé musicien d'orchestre. Enfin, moi, je trouvais, surtout en France, je trouvais ça assez dur la manière dont on considérait que l'orchestre était un peu la porte de sortie pour ceux qui n'arrivaient pas à faire de la musique de chambre ou du répertoire solo. Mhm. Alors que je crois que l'orchestre, c'est là qu'on apprend le plus de choses parce qu'on est le plus nombreux et qu'on doit jouer avec le plus de personnes à la fois. Bien sûr, Donc c'est une évidence pour moi aussi, mais c'est vrai que ce que tu as dit, voilà, de rentrer à 5 ans et demi dans l'instrument, d'être fasciné par l'orchestre, c'est pas un parcours qu'on voit toujours. Et puis, clairement, c'est une passion qui est belle à avoir parce que c'est vrai que cet ensemble, c'est quelque chose où l'individualité
pas en avant. Et ensemble, on fait un truc de dingue. Et avoir cette humilité-là, ça me paraît indispensable dans notre instrument, qui est un instrument d'accompagnement, en fait. Ah ouais, exactement. Exactement. Je trouve que c'est avec l'orchestre qu'on apprend vraiment à mettre son ego de côté et ce genre de choses. Et on apprend à se mettre au second plan sans oublier que notre voix est importante aussi. Et je trouve que enfin, comme je dis, quand j'ai fait l'orchestre des jeunes de l'Union européenne assez tôt, pour moi, ça a été une école de la vie aussi, complètement. On apprend les choses, enfin, comme toute chose de groupe, enfin, ça nous apprend tout dans la vie. Et justement, tu parles d'apprentissage. Est-ce que tu transmets? Est-ce que tu donnes des cours quelque part ou des masterclass? Quel est ton rapport à l'enseignement? Alors ouais, l'enseignement, c'est quelque chose que j'ai d'abord fait de manière, disons, très non officielle, parce que j'adorais écouter des amis quand on était dans la même classe, des choses comme ça, des choses comme ça, échanger avec eux. Euh, donc pour moi, la notion de partage, elle est arrivée vachement tôt, même dans mes études, sans me rendre compte qu'en fait, c'était un peu de l'enseignement à partir d'un certain niveau aussi. Enfin, ce qu'on appelle l'enseignement, moi, j'aime pas trop ce terme-là, parce que même encore quand je donne cours à quelqu'un, c'est plus partager avec lui ce que je fais, il le prend pas, on est tous différents, donc c'est très difficile. La Mais transmission. après, non, ça fait quelques années que je fais quelques masterclass, et puis là, je suis super content parce que j'ai obtenu un poste de professeur aux Pays-Bas, à La Haye, au Conservatoire Royal. Donc en septembre, je commence une classe là-bas. Donc je vais pouvoir ouais, finalement avoir quelques étudiants que je suis chaque semaine. Donc ça va être une expérience totalement nouvelle. Et ouais, j'imagine aussi la responsabilité que ça doit être. Donc j'essaie de, voilà, pas mettre trop la pression, mais c'est quand même des étudiants qui vont mettre un peu leur avenir, qui misent un peu les choses sur toi, quoi. Donc, Oui, 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 la transmission, le rôle d'un professeur, surtout en musique classique, hein, il y a tellement d'écoles, de notions de transmission. Est-ce que tu penses, pour les gens qui nous regardent, c'est possible d'apprendre en autodidacte la contrebasse? Comment on peut commencer ça? Et à quel moment il faut aller voir un professeur? moi, ouais, je dirais, enfin, je pense on peut faire un peu tout et n'importe quoi en autodidacte. Après, moi, je me suis justement souvent posé la question, en fait, est-ce qu'on n'apprend pas dans tous les cas en autodidacte, même avec un professeur? Parce que, comme disait le professeur, nous propose quelque chose, c'est une activité tellement physique, tellement personnelle. Enfin, moi, je fais un mètre 80 et quelques, j'ai des collègues qui font 1m60, on n'a pas les mêmes mains, on n'a pas les mêmes machins, donc il n'y a pas de formule magique. Moi, il y a des doigtés que je peux faire que certains ne peuvent pas faire, mais ils arrivent tout aussi bien à jouer de la contrebasse. Donc, ouais, je pense qu'on peut être autodidacte, au moins jusqu'à un certain niveau. Après, ouais, je sais pas pour moi, en fait, quelle est la notion On prend des vraiment du... raccourcis quand même. Une fois qu'on a le bon professeur, il nous fait des énormes raccourcis avec ce qu'on aurait pu trouver soi-même. Oui, Voilà, trop de évidemment, temps, vraiment. évidemment. Mm. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'aller voir quatre professeurs à partir de 15 ans. J'ai fait pas mal d'écoles supérieures. J'ai eu un professeur français, un professeur russe, un professeur italien, un professeur croate. Donc, j'ai eu plein d'influences avec des choses qui se contredisent, Voilà. tout ça. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, tout est possible. Et que ce qu'il faut, c'est le faire bien, le faire avec conviction et intelligemment dans le respect de la musique, et enfin, sans oublier le rôle de la musique. Mais donc tout ça, c'est ça qui m'a amené à me dire un petit peu en fait quel est le rôle du prof. Et parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses en fait, que je prenais pas chez certains professeurs parce que ça m'allait pas, que ce soit d'un point de vue de personnalité ou d'un point de vue physique, technique. Mm. Mais tu les as essayés en tout cas. Voilà. Je les ai essayés. Ah ouais, il faut toujours essayer. Alors là, donc un autodidacte, après ça dépend un peu de quelle manière il est autodidacte. Si c'est quelqu'un, si c'est une éponge qui va, voilà, forcément qui va avoir quelqu'un, que ça va tout de suite s'imprimer les mouvements, les idées. Ouais, j'imagine que c'est possible jusqu'à un certain niveau. Ah oui, et quelque chose qu'il n'y avait pas dans notre génération quand on était plus jeune. Et maintenant, il y a YouTube où on peut regarder des gens et s'imprégner d'un tas de gens. Il y a beaucoup plus de vidéos et de choses qui nous donnent une image
de ce qui se passe, bon, en tout cas pour les jeunes. Ouais, après, je dirais que le gros avantage d'un professeur, c'est qu'il sera là en chair et en os. Et que ça, on ne pourra jamais le remplacer. Je m'en suis rendu compte ces dernières semaines en donnant des cours voilà, par Zoom ou quoi que ce soit. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, on ne peut pas ressentir ce que. Voilà, c'est. Voilà. Donc, il Rien que faut, déjà, ouais. ouais, de manière technique, déjà, c'est dur. On ressent beaucoup moins les tensions de la personne. Tout ça. Et alors, d'un point de vue musical, on en parle encore moins parce que. Voilà. Enfin, Que voilà, la prise de son à travers l'ordinateur, on n'entend pas tant de choses. ouais, Est-ce que tu peux nous parler tu joues donc le archer français ouais. et on n'est pas dominant dans le monde de la Ah, musique classique à jouer français. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai mon archer à côté. Il y a, voilà, il y a une ouais, petite partie des contrebassistes qui jouent comme les violonistes, et puis il y a une grande partie du monde de la contrebasse qui joue avec des archers qui sont différents en les prenant à l'envers. Et donc, c'est l'inverse des violoncellistes, violonistes. Et du coup, quel est ton rapport aux archers allemands? ouais. Ben, en fait, maintenant, je joue les deux parce que, ouais, je Voilà. crois Ben, que je pour. savais, parce que quand on s'est croisés, tu Oui, c'est commençais à ça. prendre des cours et moi, je te prenais pour un fou furieux. Parce qu'il faut savoir que c'est un peu, c'est pire que de changer de volant droite-gauche. Pour nous, c'est quand même une énorme, enfin, c'est un énorme travail. Donc, tu jouais vraiment très, très bien, archer français, tout ça. J'étais sur les fesses. Et puis après, on avait parlé ensemble et tu dis, non, mais je pars faire des études, voilà, archer allemand. En Allemagne. Ouais. Ouais, mais en fait, moi, j'avoue que j'ai été assez tôt fatigué par ces guerres d'école et tout ça. C'est notamment, enfin, moi, j'avais fait pas mal de concours internationaux. C'est vrai qu'il y avait des jurys à grosse dominante archi-allemand. Et en fait, que j'ai senti rapidement que les gens étaient jugés sur la manière dont ils jouent et pas sur le résultat qu'ils produisent. Donc, Voilà, c'est les écoles en fait. Si on a une habitude, voilà. telle ou telle habitude, on reconnaît qu'il y a eu tel prof et du coup, c'est comme ça que se font les sélections un peu. C'est Ouais. quelque chose d'assez inégal, mais qui Et- existe. Voilà. Mm. ouais, exactement. Et puis j'étais aussi assez ouais, attristé de voir que, par exemple, en Allemagne, si tu joues l'archer français, tu n'as aucune chance de faire une carrière. En France, c'est un peu plus ouvert, mais il y a encore beaucoup d'orchestres qui demandent à ce que ce soit que des archers français. Après, bon, il y a peut-être des histoires de tradition, tout ce qu'on veut, mais moi, je savais que j'avais envie de bouger et que du coup, je voulais pouvoir jouer les deux parce que la prochaine fois qu'il y a un concours, on m'aurait dit bah, ce que tu fais, c'est très bien, mais tu reviens quand tu joues archer allemand. Bah, j'aurais pu sortir mon archer allemand. Donc, c'était ça ma grande motivation. Voilà, quand on est un peu tête brûlée et qu'on se prend un peu des trucs dans la tranche, Mm. ben, on a envie de mettre tous les moyens de se gonfler. Et après, d'un point de vue instrumental et musical, c'est incroyable parce que enfin, disons que je sais pas si. Évidemment, pour moi, l'archer français, ça reste ma langue maternelle, si on veut. Donc, il y a une affinité avec, mais je trouve que les deux sont très intéressants. L'archer allemand, moi, m'a appris à faire des legatos à l'archer français parce que du coup, on se rend compte d'autre chose, on entend notre son différemment, on se rend compte des faiblesses de l'un ou de l'autre qu'on a envie de compenser parce que dès qu'on change d'archer, on y arrive beaucoup mieux. Donc pour moi, ça a été hyper complémentaire, ça l'est toujours aujourd'hui. Et puis aussi, moi, mon but, c'était en tant que musicien d'orchestre de pouvoir changer selon les styles, selon voilà, les époques. Donc, Et tu le puis fais? aussi, Tu- tu- ouais, ouais, Ah ouais? exactement. Ouais, 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 ça m'est arrivé de faire des concerts où on jouait du Debussy, Ravel, tout ça en première partie, archi français. Puis après, quand il y a un gros Bruckner derrière, archi allemand en deuxième partie. Et ça, j'étais très content parce que je savais qu'en France, je ne pouvais pas le faire. Donc je suis très content aujourd'hui d'être dans un orchestre et un pupitre de contrebasse qui a une ouverture comme ça, qui pour moi est vraiment très importante. Après, il y a aussi un petit côté, pour moi, j'ai voulu, enfin, par exemple, je parle d'un Bruckner, parce que Bruckner, on sait tous, pour les cordes, c'est crevant de jouer une symphonie de Bruckner. C'est de l'orgue, c'est des trucs, c'est des trémolos, c'est très fort. Et donc, du coup, c'est vrai que certaines qualités de l'archi allemand étaient plus mises en valeur avec du Bruckner, notamment au niveau de la fatigue, où tu pouvais, quand tu dois enchaîner quatre fois la neuvième de Bruckner dans la semaine, tu es content d'avoir une technique d'archer sur laquelle tes doigts sont un peu plus
comment on dit, ont moins besoin de forcer, ont moins besoin d'être investis dans un sens où disons, Ouais. la production Peut-être du son expliquer se qu'on peut fait. mettre peut-être plus de poids du bras plutôt que des doigts, c'est un peu ça? Ouais, mais disons que l'archer allemand, comme tu le tiens un peu plus par au-dessous, ta main l'entraîne vers le bas naturellement. Donc, tu as un poids naturel qui est beaucoup plus facile. L'archer français, tu le prends un peu plus par au-dessus, donc tu as Faut une soulever le position bras. qui est. Voilà. Voilà, il faut que tu fasses que du coup ton poids naturel soit encore plus par-dessus l'archer. Donc, enfin là, c'est vraiment en exagérant vraiment le ressenti, mais parce que enfin, après, il y a des gens qui. C'était quelque chose d'assez personnel, hein, parce que bon, moi, je suis quand même pas une baraque ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui, à l'archer français, s'en sortent très bien, ils sont très contents. Mais moi, il y avait cette volonté esthétique et aussi physique de pouvoir jongler un peu entre les deux. Mmh. En tout cas, c'est un sacré défi et je connais pas, je connais personne d'autre hein, qui a tenté ça. Donc, c'est aussi une aventure. Et c'est un instrument qui est relativement jeune par rapport à tous les instruments d'orchestre. Il y avait trois cordes. Il y a peut-être quelques dizaines d'années, les contrebassistes n'avaient pas la même technique. C'est un instrument qui a vraiment changé dans sa pédagogie. Euh, Quel avenir tu vois? Quelle chose tu sens venir? Tu sens que plus de personnes vont jouer les deux archers ou on va rajouter des cordes ou qu'est-ce qui peut se passer pour nous? Alors, j'espère pas trop rajouter de cordes parce que, mine de rien, 4 ou 5, c'est pas mal déjà. Et surtout, ça va élargir les instruments. Mais non, après, au niveau de la technique, des techniques, je souhaite vraiment que les gens, pour eux, enfin, on s'en fout, quoi. C'est un peu comme la paire de pompes que tu portes. L'important, c'est que tu marches droit. Donc, j'espère que les gens vont un peu se détendre. Après, j'ai peur qu'il y ait quand même une énorme influence germanique. Donc, c'est vrai que l'archer allemand, c'est énormément répandu, comme tu l'as dit au début. Et qui fait que euh, je trouve que si on ne fait pas gaffe, il y a beaucoup de choses qui peuvent être perdues avec l'archer allemand, au niveau de la finesse, au niveau du spiccato, au niveau des choses comme ça, parce que ce sont les points faibles de l'archer allemand qui fait que c'est un peu plus dur à réaliser, de mon point de vue. Hein. Il y a des gens qui m'écoutent qui ne vont pas être d'accord. Et voilà, parce que souvent les gens se tournent vers l'archer allemand parce que c'est un peu plus facile, c'est plus basique d'émission de son. Et voilà, tandis que l'archer français, si on veut avoir un gros son et des trucs comme ça demande un peu plus de travail. Donc voilà, j'espère juste qu'on ne va pas trop perdre dans le monde de la contrebasse cette finesse qu'on a pu trouver avec les écoles russes d'archer français ou les choses comme ça, ou en France aussi toute l'école française où on est arrivé à un jeu enfin, qui se rapprochait même beaucoup du violoncelle, peut-être un peu trop parfois, mais où on arrive à une finesse qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre à la contrebasse. Voilà. Donc l'idéal, ce serait de garder ça tout en continuant à développer le son. Ouais, Donc après, comment ça va se passer, on ne sait pas. on sait pas. En tout cas, du coup, là, on a déjà fait 50 minutes d'interview, donc on a plein d'informations géniales. Et donc, je vais emmener les gens voir ta chaîne YouTube. On va mettre un lien là qui va s'afficher là quelque part avec le fameux intermezzo de Bilière en premier parce que voilà. Et puis, mais aussi, il y a d'autres vidéos. Est-ce que tu voudrais nous conseiller des pièces que tu aimes bien ou des contrebassistes à aller voir? Alors, dans les contrebassistes à aller voir, ouais, ben, enfin, moi je reprends un peu mes mentors, hein, parce que c'est ceux qui m'ont beaucoup influencé. Malheureusement, Bernard Cazoran n'a pas énormément de vidéos sur YouTube, Il y donc en on a peut une pas. il y en a une sur la mienne, sur la chaîne. Il Ah, y a c'est une vrai? interview de Bernard Ah, sur un des disques qui venait de sortir quand il est passé ici. Et du coup, bah, je vous la mets là aussi. Mais c'est vrai que c'est un monsieur très, très important dans la contrebasse française. J'essaierai ouais, de l'interviewer. Mais oui, devoir jouer, c'est pas évident, bien qu'il peut y avoir quand même de la musique de ouais, chambre. ouais, voilà. Et puis sinon, moi, j'étais très fanatique du jeu de Rinat Ibrahimov, qui a été un de mes profs aussi. C'est justement ça pour l'archer français, pour toute l'école russe de cordes et tout ça. Je pense qu'il a énormément développé le son de la contrebasse dans son jeu. Et donc là, on peut aller voir les yeux fermés, mais les oreilles grandes ouvertes, n'importe laquelle de ces vidéos. Et puis, j'aime beaucoup aussi
Bonjour Paradis, évidemment. Bon, je pense que là, je vais pas apprendre. Enfin, j'apprends rien à ceux qui s'y connaissent déjà. Mais certains Euh, ne connaîtront pas, donc ils jouent ouais, l'archer allemand et puis oui, je vais l'archer. voilà, avec une technique qui impressionne tout le monde. Et du coup, Voilà. effectivement, à l'heure de l'apéro, quand il s'agit de mettre de la contrebasse et qu'on est bien branché, si on regarde Voilà. Bodo Paradis, qu'il faut avoir le moral bien attaché parce qu'on se dit, tiens, ça va être difficile d'atteindre ce niveau-là un jour. Et Non, c'est du vrai. coup, ouais, tu continues de le regarder. Ouais, c'est surtout enfin, sa musicalité, moi, que je trouve incroyable avec la contrebasse. C'est le port de son qu'il a, le truc. Enfin, et pour avoir étudié avec lui, voir de près, le voir jouer, c'est quelque chose. Enfin, je crois que je sais pas si j'ai vu quelqu'un qui avait abouti autant la projection du son et comment dire, l'expression qu'on pouvait tirer de la contrebasse. Donc pour moi, c'est que si surtout ces dernières vidéos, il y en a. Il joue dans il a fait des enregistrements récemment dans une église. Et alors là où il joue des pièces très simples, mais justement les pièces les plus simples sont les plus difficiles à réaliser parfois parce que ça doit aller droit au cœur. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Très bien. Eh ben, du coup, j'essaierai de mettre le lien là, à cet endroit-là. Oui, Et ouais, je peux puis, te l'envoyer à la limite, celle ouais, à laquelle je crois que c'est ok. un truc hyper connu, mais j'oublie toujours le nom. Ouais, ouais, bon, on trouvera après. Ok. Ouais. Donc, peut-être, bon, on peut peut-être conclure l'interview de. Voilà, je connais Mhm. une fin. Donc merci beaucoup Théo pour toute ta transmission de ta passion et tes messages fabuleux sur la musique d'orchestre et puis les références que tu nous as passées. Donc on va aller écouter ça. Malgré le contexte, est-ce que tu as une actualité, des choses que tu as envie de communiquer sur ton, ton actualité à venir? Mes activités de musicien. Alors, à venir, pas grand-chose, mais non, j'ai profité confinement un peu pour éditer une ou deux vidéos. Donc, bon, ça se voit sur ma chaîne. Il y en a une qui a dû être mise en ligne il y a une semaine. Alors, il y en a une deuxième qui devrait venir dans pas longtemps. Sinon, non, moi, ce que ça m'a permis aussi de finalement prendre le temps de mettre en avant l'œuvre d'un ami compositeur qui s'appelle Jean-Marc Fouché, qui a écrit un duo pour flûte et contrebasse que je trouve génial, que j'ai partagé il n'y a pas longtemps sur ma page Facebook. Donc ça a été ça un peu mon activité en ce moment. Après, ouais, je vais peut-être, avec mon pianiste ici aux Pays-Bas, faire encore d'autres enregistrements parce que ça fait du bien et c'est l'opportunité. Après, c'est aussi le moment où moi j'ai un peu mis aussi la contrebasse un peu de côté parce que c'est vrai que c'est après, comme j'ai dit au début, tous les voyages, les trucs de folie, on se rend pas compte qu'on vit un peu une vie sur les chapeaux de roue. Eh ben, ça force un peu, ça nous force à prendre un peu de repos et à faire un peu d'autre chose. Absolument. Donc, et puis de toute façon, il y a beaucoup de gens qui font plein de concerts voilà, à la maison, des choses comme ça. Alors c'est super beau, c'est des super initiatives, mais moi je trouve ça assez limite quand même. Et je suis vraiment pas motivé pour jouer devant une caméra qui me filme. Je préfère faire une belle vidéo et la partager, des choses comme ça, ou attendre d'être de retour dans une salle de spectacle. C'est dur hein, de se motiver toujours, d'avoir des buts quand ce qu'on avait l'habitude de faire n'est plus possible. Oui, oui, c'est plus possible. Mais c'est vrai que pas mal de musiciens se reconvertissent en cuisinier, en boulanger. Ah, ma femme violoniste me fait des pains mais extraordinaires. Je me dis, mais c'est Bah. voilà, c'est Oui, extraordinaire. on se rend compte que chaque musicien, c'est en fait faire autre chose. Voilà. Mais je suis sûr que ça va nourrir le futur et que ça va nourrir aussi cette paix intérieure de se dire, tiens, quelle vie on a depuis le début, de faire des tournées, etc., de connaître un autre mode de vie. Ça permettra de mieux choisir après ses engagements et puis d'avoir encore plus de plaisir à retrouver les gens en live. Ouais, exactement, exactement. Ok, bah, à bientôt, à la prochaine. N'hésite pas, on Avec plaisir, partagera avec plaisir. sur la chaîne tes activités. Et C'est voilà. gentil. Merci Merci beaucoup. beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.